Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va revenir autour des deux principaux sujets, un congolais et un autre, je dirais, africain. D'abord, Alassane Ouattara, président ivoirien, qui a décidé de briguer un troisième mandat alors qu'il avait d'abord annoncé il y a quelques mois qu'il ne va pas s'y présenter aux prochaines élections, mais finalement, l'homme vient de faire un rétropédalage et ceci intervient après le décès de celui qui a été désigné comme son dauphin. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent? On en parle au cours de cette émission et puis on va revenir sur l'affaire des deux juges qui ont refusé de prêter serment. Est-ce que c'est de l'indiscipline? Est-ce que c'est un manque de professionnalisme? On en parle au cours de cette émission avec Patrick Lokala, patron du média en ligne alternance.cd, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci beaucoup. Comment se porte alternance.cd? Alternance.cd se porte très bien. Nous faisons de notre mieux pour satisfaire notre public et je crois qu'au jour le jour, nous faisons ce qui est nécessaire pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent, ne puissent jamais être déçus par rapport au travail que nous abattons dans ces médias. Est-ce qu'il est facile dans un pays où la situation économique est chaotique et même instable de tenir un média? Il est possible dans un pays où la situation économique est chaotique, la situation sociale est misérable, de trouver des hommes intègres. Vous voyez, l'intégrité ne dépend pas de l'environnement dans lequel on se trouve. Quand on est intègre, quand on est d'une bonne éducation, peu importe l'endroit, on restera toujours intègre et on gardera toujours son éducation. Et nous sommes dans ces contextes-là, nous sommes intègres, peu importe les situations que nous traversons, mais nous savons que nous devons rester intègres. Parce que je me rappelle que quand j'étais à l'IFASIC, il y a un professeur que j'aimais beaucoup, le professeur Jérémy Wawa, qui disait toujours qu'il faut souhaiter mourir pauvre mais digne. Nous sommes dans ces contextes et nous tenons bon. Est-ce qu'il est facile d'avoir des contacts, il est facile d'accéder aux informations dans un pays où tout est presque verrouillé, où tout est sensible? Oui, mais écoutez, le journalisme n'est pas un métier qu'on a inventé en RDC. Nous savons très bien que partout au monde, il y a des informations qui sont accessibles à tout le monde, mais les informations de sources originales, des informations sensibles, ne peut accéder qu'un journaliste d'investigation qui connaît les risques et les conséquences de ce qu'il fait. Et même si le cadre qui nous régit, nous avons notre code d'éthique et d'ontologie qui déjà ne me protège pas, ne vous protège pas, ne protège pas tous nos confrères, mais nous savons très bien que lorsqu'on n'a pas accès aux sources d'informations telles que, d'ailleurs en contradiction avec nos lois du pays qui nous donnent la possibilité d'avoir accès aux sources d'informations, le journaliste est un homme malin, un homme qui a été préparé à ce genre de défis. Et si on est vraiment journaliste et qu'on a besoin de l'info, nous savons ce que nous faisons toujours pour accéder à l'information, que ce soit à la présidence, à l'ANR et partout. Nous savons ce que nous pouvons faire pour accéder à l'information. Et ces méthodes-là, par moments, passent outre la vigilance des services de renseignement et de tout celui qui peut dissimuler ou cacher délibérément des informations. On reproche aux journalistes congolais généralement de faire du harcèlement aux hommes politiques. Vous harcelez les politiciens pour écrire des articles, vous faites de la mendicité, vous brillez beaucoup plus par la diffamation. Comment vous réagissez face à toutes ces accusations? Il faut dire qu'avec l'arrivée ou l'éclosion de la société de l'information par le NTIC, tout le monde s'est fait journaliste aujourd'hui. Et la diffamation relève du domaine de mouton noir. Je vois très mal un journaliste bien formé, qui ait de bonne éducation, qui ait d'une intégrité irréprochable, versé dans la diffamation, versé dans l'acharnement, versé dans l'harcèlement. Il ne peut le faire que quelqu'un qui est d'une mauvaise éducation, quelqu'un qui n'a pas d'intégrité, quelqu'un qui n'a pas suivi une bonne formation. Et nous savons très bien que un journaliste, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des amis. Et si un ami fait un cadeau à un journaliste parce qu'ils sont amis, je ne vois pas comment je pourrais reprocher à ces journalistes de recevoir les cadeaux. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il y a des journalistes
que je décris d'ailleurs, cette catégorie de moutons noirs qui versent dans ça. Et le public, lui, quand il fait son jugement, il ne tient pas compte de toutes ces réalités que je suis en train d'évoquer ici. Je l'évoque parce que je suis professionnel. Je connais qu'il y a des moutons noirs. Je connais qu'il y a des gens qui, le fait de tenir un micro, le fait d'avoir un stylo, d'avoir un téléphone, peut tout de suite devenir journaliste. Notre métier est un métier assez libéral où tout le monde a accès. Mais du moins, les bons journalistes tels que vous, Hervé Thomas, Bossembe, Louis France et les restes sont des journalistes qui se respectent. Je vois très mal Christian Bossembe, un homme professionnel de son État, faire de la diffamation. S'il dit quelque chose, il doit détenir des sources. Comme il a dit d'ailleurs il y a quelques temps, qu'on avait désarmé Kingakati. On a paralysé les paralysateurs. Là où j'étais, je me suis dit que mon frère avait des sources. Et après avoir appris cette information qu'il avait donnée, j'ai cru qu'il avait des sources et je sais qu'il a des sources. Et il revient à celui qui peut croire, et c'est de la diffamation, de prouver le contraire. Parce que quelque part, le journaliste est appelé à garder, à protéger ses sources, parce qu'il y a un principe qui dit ne jamais brûler sa source. Donc, dans tous les métiers, hein, même là où il y a un ordre des avocats, de médecins, il ne manque jamais de moutons noirs, il ne manque jamais de brebis galises. Une dernière question avant de parler de l'actualité. Est-ce qu'il est certes vrai que le journalisme, c'est un métier libéral, comme vous venez de le dire tantôt, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de penser à une sorte d'ordre des journalistes? Bon, il y a lieu d'avoir les états généraux de la presse pour parler de tout ça, parler de la situation, de la situation actuelle des journalistes, parler de notre métier qui est très menacé par l'éclosion de NTIC qui a mis en place de manière implicite la société de l'information, où il y a énormément de données, énormément d'informations et tout le monde est émetteur. Il y a aussi lieu de parler de la dépénalisation de l'idée de presse. Il y a tout un tas de questions qui se trouvent aujourd'hui sur la table qui demandent une réflexion approfondie. Et si on met en place des réflexions, de réformes par rapport à notre métier, je crois que seuls les journalistes peuvent se mettre et décider de ce que peut devenir leur métier d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. S'ils trouvent qu'il est bon que notre métier, que nous ayons un ordre de journalistes, je ne vois pas ce qui empêcherait. Mais il y a des conséquences, parce qu'à ce moment-là, ne sera journaliste que celui qui serait passé par une école de journalisme. Comme il ne fasse pas un centre de formation comme APIC. Très bien. On va s'envoler cette fois pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara qui est déterminé à briguer un 3e mandat, l'homme qui avait d'abord annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession, mais malheureusement, les démons africains, je dirais, l'a rattrapé. Comment vous analysez cette question? Je suis très triste de voir que les rétropédalages d'Alassane Dramane Ouattara, un homme qui a quand même un diplôme d'université, un homme qui a été Premier ministre, puis président de la République, puis il a bénéficié du 2e mandat. À un moment donné, il a fait bonne impression de désigner un dauphin et de dire qu'il avait l'ambition de transmettre le pouvoir à la nouvelle génération. Malheureusement, après la disparition brutale de son dauphin désigné, Alassane Dramane Ouattara a répondu à sa famille politique qui voulait qu'il devienne président de la République. C'est là la responsabilité des hommes d'État, la conscience même des hommes d'État, de savoir faire la différence entre les aspirations populaires qui peuvent être subjectives et contraires aux lois établies et l'homme d'État qui devrait être au-dessus de la mêlée. Nous avons cru qu'il était au-dessus de la mêlée lorsqu'il a désigné quelqu'un pour le succéder, mais ce qu'il vient de faire a prouvé à suffisance qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme à la solde de ses militants qui n'a pas écouté ses propres convictions, parce que nous savons que ses propres convictions l'ont poussé à désigner un dauphin, et s'il était sincère, il désignerait un autre après la disparition de celui qui est mort. Mais malheureusement, il a répondu favorablement à l'appel de ses sympathisants, défavorablement à l'appel de ces milliers d'Ivoiriens, je ne parle pas à leur place, à la nouvelle génération
de voir un homme nouvellement arriver avec du sang nouveau à la tête du pays. Sissi relance la question autour de ces présidents africains qui, coûte que coûte, veulent rester au pouvoir pour le pouvoir, mais pas pour l'intérêt de la nation. Vous savez, lorsqu'on est dans un état de droit, lorsqu'on est en démocratie, il y a des principes qu'il faut respecter. Si la loi de votre pays dit que vous devez briguer des mandats et aller vous reposer, vous devez respecter ça. C'est aussi ça, le respect à l'état de droit. Mais Alassane Dramane Ouattara est passé outre. Il y a aujourd'hui des justifications, des explications qu'on donne. J'ai suivi ce matin un débat sur RFI, un débat qui a opposé les sympathisants de Alassane Dramane Ouattara et à ceux qui pensent qu'Alassane ne devrait pas briguer un autre mandat. Ne serait-ce que par élégance, il ne devrait pas le faire. Parce que vous savez, Hervé Thomas, lorsque vous présentez pour votre cas 2 émissions, 3 émissions pendant la journée, vers la fin, vous allez sentir qu'il y a une usure, il y a une fatigue. Et Alassane était dans cette situation. Et curieusement, il était ministre, ne restant jamais cela. Il était Premier ministre pendant beaucoup d'années. Il est devenu président pendant 2 fois de suite. Mais l'homme croit qu'il est toujours fort. L'homme croit qu'il a toujours les mêmes énergies. Il a plus de 70 ans. Il a plus de 70 ans. Donc, très fatigué, il devrait se reposer et être le guide. Le guide, c'est qu'un homme qui a laissé le pouvoir en paix, mais qui est allé se reposer, à qui on peut toujours faire recours lorsqu'il y a des questions importantes de la nation, lorsqu'il y a des enjeux, lorsqu'on voudrait avoir un conseil sur comment on peut gérer le pays, parce que lui a de l'expérience, à ce moment-là, le successeur serait en train de bénéficier d'une expérience d'un homme qui se repose. Mais voilà, les démons africains l'ont rattrapé, comme vous avez dit. C'est un peu le cas au niveau des Cameroun, même si nous savons qu'on a révisé la loi. C'est un peu le cas au Congo-Brazzaville. C'est le cas ici au Rwanda. Au Rwanda, on n'en parlait même pas. Museveni, Pierre Nkurunziza, paix à son âme, qui avait fait tenter la même expérience que Ouattara. D'ailleurs, il est décédé. Et vous partez au niveau de Guinée, où on a Alpha Condé, qui avait la trempe de Tshisekedi quand il était à l'opposition. C'est lui qui prêchait il même était un grand donneur de leçons. La démocratie. Mais arrivé au pouvoir, l'homme a même menti aux étudiants. Il a promis aux étudiants des tablettes, mais il n'a jamais honoré sa promesse. Vous voyez un président de la République incapable en 2016, il a même mis ne serait-ce que sa parole. Si vous voyez un homme qui fait une promesse aux étudiants, de leur donner des tablettes, mais il n'est pas à mesure. Vous pensez que cet homme-là... Professeur d'université aussi. Professeur d'université. Vous pensez que cet homme-là peut respecter la loi Constitution? Non, pas du tout. Je suis désolé. C'est ça un peu le drôle. Mais on aurait quand même voulu voir ces pays émerger, être au même diapason que d'autres pays. Mais ils ne respectent pas la loi. Mais je m'en félicite pour ce qui est de notre cas. Même si il faut noter ici que je n'ai pas toujours été d'accord avec la gestion de Joseph Kabila pendant ses 18 ans au pouvoir. Mais du moins, Joseph Kabila, sous pression, il faut le souligner, avait quand même laissé. Après plusieurs tentatives de s'accrocher au pouvoir. La différence entre Alassane Dramane Ouattara, Alpha Condé, Paul Biya, Sassou ici en face, Paul Kagame, Sassou ici en face, c'est que Joseph Kabila a de la grandeur. Parce qu'eux aussi étaient sous pression. Mais ils ont tenu et ils sont passés outre la pression, outre ce que disait leur loi fondamentale. Mais Joseph Kabila, outre la pression, il pouvait faire la même chose. Mais lui a dit non, je laisse le pouvoir, bien que nous savons les conditions dans lesquelles il a laissé ce pouvoir. Mais au moins, le plus important était d'avoir au moins un président de la République qui rend les tabliers, qui fait la passation du pouvoir civilisé comme nous l'avons appelé. C'est cela le mérite de Joseph Kabila. Même si nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de manigances, il y a beaucoup de manipulations qu'il fait par rapport à la gestion du pays. Mais du moins, la grandeur de Kabila, c'est qu'il a laissé le pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons un président de la République qui a succédé à un président de la République qui est en vie. Donc, on a une expérience inédite pour la première fois à un passage civilisé. Donc, Kabila est différent. Kabila est plus mature que Condé, que Ouattara, que Paul Biya, que Kagame, que Sassou. C'est quelqu'un qui a un âge plus bas que ceci que je viens de citer, mais du moins, il a de la grandeur, il a prouvé qu'il a du caractère. Mais non, le reste est là, bon, ce sont des gens qui veulent le pouvoir. Les problèmes avec nos présidents africains, est-ce que c'est la peur de se retrouver pauvres parce qu'on sait tous qu'ils sont habitués à vivre avec l'argent de l'État, ou c'est
je ne sais pas moi, la peur des représailles judiciaires, je dirais, qui pourront peut-être venir après leur départ du pouvoir. Il y a tout dans ce que vous dites, et c'est vrai, il y a la peur des règlements des comptes. Parce que généralement, nous savons que quand ils sont au pouvoir, ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils ne respectent pas les lois du pays, ils commettent beaucoup de choses, ils détournent Ils musellent des l'opposition. millions de l'argent du peuple, ils font des choses inacceptables. Alors pour certains, ils craignent des représailles après le départ. Pour d'autres, ils ne veulent pas quitter le confort. On veut mourir président comme Mobutu. On veut mourir président avec ce confort-là, avec les honneurs. Pour les autres, le fait pour lui de se réaliser qu'un jour, je ne serai pas président de la République, c'est une maladie. Donc, si vous analysez au cas par cas, vous comprendrez que très souvent, c'est pour des raisons personnelles et pour des raisons comportementales que ces dirigeants africains Ce sont les gens qui s'enrichissent n'acceptent pas de personnellement, laisser le pouvoir. Même laissant si leur population très pauvre. Oui, même si nous savons qu'ils ne sont pas à mesure de trouver des solutions aux problèmes de leur population. Vous avez vu François Hollande qui avait promis que s'il n'arrive pas à inverser la courbe du chômage et à changer la vie des Français, il n'allait pas briguer un deuxième mandat. Il s'est rendu compte, il a tenu parole, qu'il était incapable de réaliser sa promesse. Il a rendu l'établi. Il est allé, il s'est reposé. Il fait du shopping en France et il est admiré par tout le monde. Vous voyez? Mais avec le nôtre, les Sassou, les Paul Biya, les Kagame, les Yadema ici, le Ouattara, un homme d'une intelligence extrême, mais qui est englouti par ses appétits personnels. Donc, j'appelle tout ça, c'est de l'immoralité. Est-ce que ces présidents prennent aussi le temps de lire l'histoire? Est-ce que Ouattara ici se souvient même de ce qu'il a pu faire subir à Gbagbo? Est-ce qu'il voit comment Kadhafi a fini, Mobutu et tous ces gens? Bon, ils voient, mais ils sont têtus. Il y a autour de ces présidents africains ce qu'on appelle les fous du roi. C'est là, ces intellectuels-là, pour la plupart, qui ont vendu leur âme. Un peu comme on l'a vu ici avec Kabila. Des professeurs qui ont écrit des milliers de livres. Et effectivement, et ce sont eux qui disent toujours au président, vous êtes les plus bons. Un peu comme Kiki Moulomba l'a fait. Kabila désir, Kabila totondi yona noté. Il faut que la rawana wumela. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, quand on va organiser ce scrutin à Côte d'Ivoire, que Alassane Dramane Ouattara subisse les sorts comment il s'appelle encore le président sénégalais Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade était dans la même situation. Et même Yaya Jammeh ici. Mais écoutez, il était dans la même situation, il a brigué ses deux mandats. Mais il a cru qu'il était l'homme providentiel, qu'il ne devait pas rester le Il a tenté un troisième mandat. Il a dit, je vais tenter le troisième mandat. Mais je vous rappelle qu'Abdoulaye Wade, le passage au Congo à l'époque, quand on avait Mobutu et Tshisekedi, il avait dit que les Aïrois de l'époque et les Congolais actuels n'avaient pas de culture politique quand il était opposant. Vous avez senti le discours. Il a humilié toute une nation, il a humilié toute une classe politique en disant que les Congolais n'avaient pas, les Aïrois de l'époque n'avaient pas de culture politique. Comme Alpha Condé faisait. Mais lui-même, il arrive au pouvoir, il fait ses deux mandats, mais après, il se rend compte que lui a la culture politique qui le pousse à briguer un autre mandat. La conséquence, c'est que les Sénégalais avaient fait front commun autour de Macky Sall et on avait battu Abdoulaye Wade qui était humilié. J'aimerais que les Ivoiriens fassent la même chose aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Pour démontrer à Ouattara qu'il n'est pas l'homme providentiel et qu'après lui, la Côte d'Ivoire va continuer à vivre. Je me pose toujours la question parce que nous sommes des intellectuels. Est-ce qu'il arrive un moment à ces chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir de penser que même si l'opposition est affaiblie, même si la population n'est pas à mesure de les mettre hors d'état de nuire parce qu'ils veulent aller passer outre le loi, mais est-ce qu'ils se rappellent un jour qu'ils peuvent mourir? Mais est-ce que le pays va cesser de vivre, va cesser de continuer après la disparition un jour de Ouattara? Est-ce que Ouattara pense qu'il mourra un jour et que la Côte d'Ivoire va continuer d'exister? S'il a cette réflexion, s'il est encore un homme comme moi, s'il est encore un homme comme toi, comme ceux qui nous suivent, il doit penser qu'un jour il mourra. Il peut mourir, mais la Côte d'Ivoire va continuer à exister. Et s'il arrive à faire ces raisonnements, je crois qu'il y a encore lieu qu'ils disent « je ne me représenterai pas pour le troisième mandat ». Est-ce que c'est possible dans un continent où généralement, celui qui organise les élections ne les perd jamais, que Ouattara puisse aujourd'hui perdre les pouvoirs?
Oui, c'est possible, c'est possible. Ce que vous dites est vrai. Parce que cela s'est démontré dans certains pays africains. Déjà au Cameroun, on a des présidents qui sont élus à 100%, oui, mais c'est ça, c'est ça. Je vais vous citer, on va faire la part des choses. Quand on part au Cameroun, quand on organise les élections, c'est Paul Biya qui gagne. Vous partez avec plus de 90% toujours. Mais c'est ça. Vous partez au Congo-Brazzaville. C'est toujours Sassou. C'est toujours Sassou. Vous partez au Rwanda, c'est toujours Kagame. Au Gabon ici. Au Gabon, c'est toujours la famille. Museveni. Oui, Museveni. La même chose. Mais il y a d'autres pays qui ont démontré le contraire. Par exemple, quand vous prenez le cas de la Gambie, avec Yahya Jammeh, il a été battu. Il est parti. Vous prenez le cas d'Abdoulaye Wade au Sénégal, il a été battu, il est parti. Vous prenez le cas du Nigeria, à l'époque, Goodluck Jonathan a été battu par l'actuel président. Et aussi, vous prenez le cas de la RDC, même si certains croient qu'il y a eu tripartillage, il y a eu hold-up. On l'a traité comme mais du moins, Kabila a organisé des élections. Kabila a organisé des élections. C'est le fils du leader. Il n'a pas été candidat lui-même. Oui, il n'a pas d'abord été candidat, mais il a organisé les élections avec fonds propres du gouvernement. Et c'est le fils du leader Maximo de l'opposition qui gagne. Donc, il y a des pays aujourd'hui qui se distinguent. Vous prenez le cas de la Zambie, le cas du Ghana et d'autres pays africains qui se distinguent. Mais ce que je recommande aux Ivoiriens, s'il y a certains qui vont me suivre à travers cette vidéo, c'est d'appliquer le schéma Abdoulaye Wade. Il s'y est entêté, il a brigué, il a postulé et les Sénégalais avaient fait front commun pour faire échec à ces dictateurs. Je voudrais que les Ivoiriens fassent la même chose pour faire échec à ces dictateurs. Parce qu'aujourd'hui, il va briguer un mandat, mais il va prendre le goût et il va finir par devenir dictateur. Mais j'aimerais que la France en parle. Parce que quand il s'agissait de Joseph Kabila, on faisait des pressions terribles. On disait, voilà, Kabila est un dictateur. Mais j'aimerais, parce que je sais que Ouattara est un fils français. Il est chouchouté par la République française, il est chouchouté par Macron. J'aimerais aujourd'hui que la France lève la voix. J'aimerais que la communauté internationale lève la voix. Nous savons, pour qu'il n'y ait pas de poids, de mesure, même si j'ai toujours pensé et je suis toujours convaincu que cette communauté internationale est une communauté anarchique dans laquelle on trouve des gens qui imposent leurs lois par rapport aux équilibres de force. Est-ce qu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas, je dirais, un boulevard devant lui? Parce qu'il a déjà contraint en exil l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Pratiquement, je dirais, toutes les grandes figures ivoiriennes sont aujourd'hui dans une position de faiblesse. Est-ce que Ouattara aujourd'hui n'a pas un boulevard devant lui? Bon, il s'est tracé un chemin pour qu'il gagne. Parce que je vais d'abord relever un aspect ici. En faisant cela, Ouattara a prouvé au monde qu'il n'est pas fort. Ouattara a prouvé au monde qu'il n'a pas le soutien de la majorité des Ivoiriens. Parce que si il avait le soutien des Ivoiriens, s'il était fort, s'il était populaire, il aurait laissé Gbagbo revenir au pays. Il brandit toujours des menaces. Il aurait laissé, d'ailleurs Gbagbo a été condamné par Kotimas, il aurait laissé Blé Goudé revenir au pays. C'est le nom que je cherchais. Guillaume Soro revenir au pays. Et à ce moment, on allait voir un challenge. On allait voir quand même des candidats présidents qui se défient. Et à la fin, on allait avoir un résultat crédible, issu des élections totalement inclusives. Mais ce qu'il fait prouve qu'il est faible et il écarte les autres pour effleurer le chemin afin de prendre le pouvoir, non pas par la volonté des Ivoiriens, mais par sa propre volonté, parce qu'il a un agenda caché derrière ce qu'il fait. Alors moi, j'aimerais que vous puissiez faire une analyse des personnalités politiques africaines. Vous avez des gens qui, hier, dans l'opposition, tiennent d'autres discours et une fois au pouvoir, c'est l'opposé de tout ce qu'ils disaient hier. Je prends l'exemple d'Alpha Condé ici en Guinée-Conakry. Un opposant, on va se rappeler même en 2016, alors qu'il était déjà président de l'Union africaine, je me rappelle, il a mis une pression terrible sur Kabila ici. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit de laisser le pouvoir, c'est un autre discours. Comment vous analysez aujourd'hui l'attitude et même les comportements politiques de ces personnalités? Bon, c'est un comportement bizarre des gens qui ne travaillent pas pour le peuple. Parce que le président de la République est le tout premier citoyen, le plus informé. Il connaît les détails du pays, il connaît la température économique du pays, il connaît la température politique du pays, il connaît la température sociale du pays. Je crois qu'un homme comme celui-là sait
que si je fais ça, le peuple ne sera pas d'accord. Et Alpha Condé connaît que ce qu'il fait, c'est un désaccord total avec les principes démocratiques de son pays et avec les valeurs. Si déjà on respecte ces valeurs au niveau de l'Union africaine, il doit se rappeler. J'ai fait un rappel historique ici sur le comportement d'Abdoulaye Wade quand il était au Congo, donner des leçons. Condé également, donner des leçons à Kabila. Mais j'aimerais qu'il imite Kabila. Il a poussé Kabila à la sortie. Kabila est sorti par une porte honorable. Mais alors, il faut qu'il prenne l'exemple. Il faut qu'il prenne Kabila pour un exemple. Laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui gagnerait les élections. Après la publication des résultats des élections ici, on a même vu Kagame ici prendre les luxes de nous demander de suspendre les élections, et plutôt les résultats de ces élections. Alors que chez lui, personne ne bouge. Oui, mais c'est ça. Des donneurs des leçons qui ont assassiné la démocratie dans l'air. Il a contré tous ses opposants en exil. Là au Rwanda. Non seulement qu'on a contré les opposants, mais nous savons les contextes, les conditions dans lesquelles les opposants de Kagame meurent souvent lorsqu'ils sont en exil dans des pays étrangers. Nous savons les contextes dans lesquels et les conditions dans lesquelles ils meurent. Donc non seulement qu'on a assassiné la démocratie dans son propre pays, mais on n'a pas honte de venir donner des leçons au Grand Congo où nous avons un président qui a laissé le pouvoir. J'aimerais que c'est là, Kagame, Condé, Ouattara et le reste qui ont donné des leçons à Kabila. Kabila a écouté les leçons. Aujourd'hui, il est un homme d'État, il a laissé le pouvoir. J'aimerais que Kagame, Condé, Ouattara emboîtent les pas de Joseph Kabila, qui était un modèle pour eux. Mais on n'en parle pas trop. Pourquoi on ne fait pas des illustrations sur France 24 pour dire que Kabila était moderne? Pourquoi on ne fait pas des illustrations sur RFI aujourd'hui pour dire que Kabila a pris une bonne option et que Ouattara, Kagame et Condé devraient emboîter les pas? C'est cela le déséquilibre, c'est cela l'anarchie dont j'ai fait mention dans cette émission qui règne au sein non seulement de la communauté internationale, mais au sein aussi de l'Union africaine, parce que l'Union africaine s'est illustrée par son absence et par le manque d'engagement, manque de déclaration par rapport à la situation de pays qui veulent coûte que coûte installer des démocraties déguisées, installer des dictatures plutôt, déguisées à des systèmes démocratiques, mais qui ne sont pas un. Très bien, alors la dernière question avant de prendre les tout derniers thèmes de cette émission. En 2016, pour barrer la route aux tentatives de Kabila ici, on a compté sur l'Église catholique, on a compté sur les CLC, les mouvements citoyens et même la bravoure des Congolais d'une manière générale. Alors, qui pour sauver aujourd'hui les Ivoiriens de ces tentatives de Ouattara de confisquer les pouvoirs? Vous voyez, pour mettre hors d'état de nuire un homme avec des velléités dictatoriales, il faut qu'il y ait la pression, une forte pression à l'interne. Il faut que le peuple ivoirien ait la conscience de comprendre que Ouattara est organe. Et pour cela, il faut se réveiller. Se réveiller, ça veut dire quoi? Il faut que la société civile, l'opposition et l'Église se mobilisent pour mettre une forte pression sur Alassane Dramane Ouattara. À ce moment-là, ça va donner des arguments à la communauté internationale qui va tout simplement demander à Ouattara d'écouter le peuple et de respecter la loi qui limite le nombre de mandats à 2. Donc, le seul sauveur du peuple ivoirien, c'est lui-même. Très bien, on va prendre les derniers termes de l'émission, je crois en 5 minutes, si Némi me le permet. 2 juges qui ont refusé de prêter serment, ils estiment que l'ordonnance leur nommant contenait des irrégularités et ils ne pouvaient pas accepter cette nomination. Quelle lecture faites-vous du comportement de ces 2 juges? Un vrai débat autour de la polémique de nomination de juges qui ont refusé de prêter serment devant la nation. Mais je vais faire remarquer de prime abord que je ne suis pas juriste. Et l'analyse que je vais faire ici, ce sera une analyse pas juridique, mais c'est une analyse qui vient de la part d'un intellectuel, de surcroît journaliste. D'abord, je dois noter ici que le mandat de juge de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Et pour les cas d'espèce, le mandat de ces juges, des juges court jusqu'en avril 2021. Donc le juge était en plein mandat. Maintenant que le chef de l'État a pris l'option de nommer ces juges, je suppose qu'avant de les nommer, il y a eu
de consultation, il y a eu des échanges pour avoir au moins la volonté des juges, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. Je crois que si il y a eu des négociations, il y a eu des échanges, je crois que le juge devrait être informé, et s'ils étaient informés, il allait faire savoir au chef de l'État que nous souhaitons rester encore juge au niveau de la Cour, plutôt que d'aller là où vous voulez nous nommer. Bon, je ne sais pas si ces négociations étaient organisées, mais du moins, nous avons vu que le chef de l'État a pris des ordonnances qui ont nommé les juges. Mais dans l'ordonnance, quelque part, on dit que cette ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature et sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Et c'est là les évocations légendaires sur le plan du droit. Et après, nous avons constaté que les juges ont refusé d'aller prêter serment devant les chefs de l'État parce qu'ils estiment que leur mandat court jusqu'en avril 2021. Ce qui est un droit pour les juges de refuser d'aller parce qu'ils veulent encore rester à la Cour. Mais il y a quelque part un aspect qu'il faut évoquer. Quelque part, au nom du respect qu'on a à l'État congolais, au nom du respect qu'on a aux garants du bon fonctionnement, au nom du respect qu'on peut avoir à la première institution du pays. Je ne vois pas ici M. Félix Tshisekedi. Je vois la première institution du pays qui se confond avec un individu. Au nom de celui qui représente la nation, je crois que l'élégance aurait voulu que ces juges acceptent les nominations du chef de l'État et aller là où il les a nommés. Mais ils ont fait fi à ces principes d'élégance qui n'est pas obligatoire. Ils ont brandi un argument de droit que je trouve fondé à mon humble avis, mais quelque part, cela n'a pas respecté la première institution du pays. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais accepté d'aller là où le président de la République m'a nommé. Mais c'est de leur droit de refuser également. Ça, c'est sur le plan des théories de principe, sur le plan de l'élégance qui n'est pas obligatoire, mais il y a l'aspect politique qui intervient. Comment expliquer? Il intervient à quel niveau? Mais je vous explique, allons doucement. Comment expliquer que des juges refusent de prêter serment pour aller travailler là où le président de la République les a nommés, alors que le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, et le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, se font illustrer par une absence inexplicable. C'est là la coïncidence qui ne s'explique pas. Des juges qui refusent de prêter serment, mais de l'autre côté, le Premier ministre, les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat refusent et aussi de venir assister à la prestation des serments. C'est là le rapprochement que beaucoup de gens, beaucoup de politiques, surtout ceux du cash, font aujourd'hui entre le refus des juges de prêter serment et l'absence non justifiée du Premier ministre, de Mabunda et de Thambwe Mwamba, qui représentent respectivement le gouvernement de la République et le Parlement. Parce que nous savons que les juges, après avoir été nommés, prêtent serment devant la nation. La nation, c'est quoi ici? Nous savons très bien que par rapport à la loi, le chef de l'État est le symbole de la nation, mais il y a d'autres institutions telles que le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Dès que les chefs de corps sont là, on suppose qu'il y a la représentativité de la nation. Mais comme ils étaient mécontents d'abord des nominations de ces juges, le Premier ministre avait d'ailleurs à l'époque manqué du respect au président de la République à travers ses correspondances, et que le chef de l'État, lui, à son tour, avait refusé de les recevoir, et il a fait payer au chef de l'État la monnaie de sa pièce à s'absentant. Donc, quelque part, je soupçonnerais un mot d'ordre qui serait venu des officines politiques qui ont demandé à Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et à Thambwe, président du Sénat, ainsi qu'à Ilunga Kamba Pupé, Premier ministre, de s'absenter comme pour saboter les nominations du chef de l'État, comme pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les ordonnances du chef de l'État. Mais cela jette le décor d'une coalition incapable de gérer l'État, mais qui se focalise sur des conflits internes
qui fragilise de plus en plus l'appareil étatique. Il faut souligner qu'il y a des conséquences par rapport à ça. Vous voyez les dollars qui tantôt s'apprécient sur le franc congolais, tantôt les francs congolais qui s'apprécient sur les dollars. Donc il y a même des équilibres au niveau monétaire et c'est là avec des conséquences sur la vie sociale des Congolais. Voilà quelque part, de mon point de vue, j'estime et je suis de ceux qui pensent que cette coalition était immature et que je crois que le chef de l'État n'aura pas tort un jour s'il y tient, comme je lui ai proposé, de reconsidérer la majorité parlementaire pour contourner l'FCC. La réconsidération de la majorité parlementaire ici signifie tout simplement qu'il faut approcher la MOUCA, approcher AFDC de Modeste Sebati Lukwebo, avoir de bonnes relations avec Vitali Kamere et récupérer quelques mécontents qui sont au sein du FCC qui cherchent la porte de sortie et reconsidérer la majorité parlementaire. Une fois cette majorité parlementaire réconsidérée, on sera à mesure de mettre de côté Janine Mabunda par une motion de censure ou de défiance. Et à ce moment-là, on va installer un nouveau bureau. Ce nouveau bureau, dès qu'il sera installé, Pepe Ilunga, Premier ministre, sera obligé de rendre le tablier parce qu'il n'est pas soutenu par une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et le chef de l'État aura au moins des pages de manœuvre pour tenter de changer le pays, tenter de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est là où, avant de chuter, je fais la différence entre FCC et Joseph Kabila. Il y a Joseph Kabila comme personnalité politique, un ancien président, mais il y a de l'autre côté FCC qu'il faut coûte que coûte fragiliser pour que Félix Tshisekedi ait de main libre et chercher à changer. Patrick Lokala, merci de votre passage. L'émission est terminée. Vous allez regarder la caméra en 10 secondes. Vos coordonnées, un petit message au public. C'est le 081 209 32 59. 081 209 32 59. Un petit message au public, c'est que les combats continuent. Le pays n'est pas bien géré parce que nous avons à la tête de ce pays une coalition qui a des limites, une coalition au sein de laquelle il y a de l'incohérence, il y a des incompréhensions, il y a des conflits et ces conflits ne favorisent pas le développement du pays. Le peuple devrait s'élever et chercher les changements pour que notre pays puisse jouer son rôle au niveau africain et au niveau mondial. Patrick Lokala, patron du média en ligne alternance.cd, merci de votre passage. Je vous en prie. Ainsi prend fin cette émission qui a connu la participation technique de Néhémie Gaël Badjo, mais aussi Jemima Bolumbu, la cadette des Congo Buzz. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.